Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse numérique. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SMI S4 inscrits à la faculté des sciences d'Al-Merez. Dans le chapitre 1, on a abordé l'interpolation polynomiale. Maintenant, ce chapitre 2 sera consacré à l'intégration numérique. On va suivre le plan suivant. On va donner une motivation pourquoi on aura besoin de faire l'intégrale numériquement. Ensuite, on définit les quadratures de Newton-Cotes simples. À titre d'exemple, on va donner les formules de rectangle à gauche et à droite, la formule du point milieu, la formule de trapèze et la formule de Simpson. Après, on va définir les quadratures de Newton-Cotes composites. On va voir après l'estimation de l'erreur de ces formules de quadrature et on termine par les quadratures de Gauss-Legendre ainsi qu'une comparaison entre ce type de quadrature avec les quadratures de Newton-Cotes simples. Donc, on sait tous que le calcul d'intégrale est un domaine très utilisé, que ce soit en mathématiques ou partout dans presque tous les domaines scientifiques. Le résultat fondamental d'analyse, il dit le résultat suivant. Donc, on a l'intégrale de f est égale à la primitive de f appliquée au point A et B. Donc, ça, c'est égal à f de b moins f de a, où f est la primitive de f. Le problème se situe dans le cas où cette primitive est impossible à déterminer. Ça veut dire qu'on n'a pas une formule pour calculer le primitif, ce qui est le cas dans la plupart des cas. Ça veut dire, dans la plupart des cas, on n'a pas une formule explicite de la primitive d'une fonction, sauf pour des cas très particuliers, que ce soit des fonctions usuelles ou bien quelques cas simples où on peut faire de l'intégration, la formule d'intégration par partie ou bien un changement de variable. Mais je précise que dans la plupart des cas, cette primitive est impossible à déterminer. À titre d'exemple, voici deux cas de figure où on ne peut pas calculer la primitive de ces fonctions exponentiellement x carré ou bien cosinus de x carré. Du coup, on a besoin de calculer cette intégrale numériquement sans passer par la formule de Newton-Leibniz. Il y a d'autres cas de figure où c'est obligatoire de passer par l'intégration numérique. C'est dans le cas où f n'est pas donné explicitement. On retrouve ça, par exemple, si un médecin prend des mesures discrètes, là on n'a que l'image de f dans un certain point discret et on n'a pas la formule explicite sur un intervalle pour pouvoir calculer sa primitive. Du coup, dans ce cas, on doit passer par le calcul d'intégrale approché. L'idée, il vient de ce qu'on a déjà fait dans le chapitre 1, ça veut dire l'interpolation polynomiale. On a vu que pour n plus 1 point discret, on peut trouver un unique polynôme Pn de degré n qui interpole f en n plus 1 point. Et ça veut dire quoi l'interpolation? L'interpolation, ça veut dire que le f est proche de Pn. Donc, ça, on l'a déjà expliqué dans le chapitre 1. Donc, puisque f elle est proche de Pn, l'intégrale de f est aussi proche de l'intégrale de Pn. Pourquoi ça? Parce que l'intégrale de f n'est autre que l'aire sous la courbe représentative de la fonction f. Et puisque f elle est proche de Pn, donc l'aire sous la courbe représentative de f va être proche de l'aire sous la courbe représentative de Pn. Donc ça, c'est l'idée de l'intégration numérique. Il se base essentiellement sur l'interpolation polynomiale. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Pour écrire un polynôme d'interpolation, on a plusieurs choix de base. Là, j'ai donné la formule dans la base de Lagrange. Donc le Pn
c'est égal à f de x0 L0 plus f de x1 L1 plus jusqu'à f de xn Ln, où le L0, L1, Ln, c'est les polynômes de Lagrange associés au point 0, L1 associé au point x1 et Ln est le polynôme de Lagrange associé au point xn. Donc, du coup, puisqu'on a cette formule, je peux passer à l'intégrale de ces deux côtés. Donc, l'intégrale de Pn égale à l'intégrale de cette quantité. On voit bien que les f de x0, f de x1, f de xn sont des constantes. Donc, ils peuvent sortir de l'intégrale. Il reste que l'intégrale des polynômes de Lagrange L0, L1 et Ln. Du coup, si on pose ça, c'est lambda 0. Cette intégrale, c'est lambda 1. On aura une formule à la fin de l'intégrale de Pn qui n'est autre que l'évaluation de f au point xi avec une multiplication par une constante. Donc lambda 0 f de x0 plus lambda 1 f de x1 plus lambda n f de xn. Donc ça, il va prendre la forme d'une intégrale approchée. Ça veut dire au lieu d'intégrer f, où je ne connais pas par exemple la primitive, je peux juste calculer l'image de f en un certain nombre de points multiplié par des constantes. Donc ça, c'est la formule générale de l'intégration numérique. Donc les xi vont être appelés les poids de quadrature, alors que les lambda i vont être appelés les points de quadrature. Donc, les lambda i, c'est les poids de quadrature. Les xi, c'est les points de quadrature. Et on va voir tout au long de ce chapitre que si on change les points xi, bien sûr les lambda i ils vont changer. Et à chaque fois qu'on a des xi, à chaque fois qu'on a une nouvelle méthode de quadrature. Donc il y aura deux types de quadrature. Soit les formules simples, soit les formules composites. Bien sûr, le plus intéressant en pratique, c'est les formules composites. Mais pour pouvoir définir les formules composites, on a besoin de passer par les formules simples, parce que ces formules composites se basent sur les formules simples. En fait, la formule simple, elle est appliquée sur tout l'intervalle AB, et la formule composite, on divise l'intervalle AB en sous-intervalle xi plus 1, et sur chaque segment de cette subdivision, on applique la formule simple définie ici. Pour les types de quadrature, il y a deux types de quadrature qu'on va expliquer tout au long de ce chapitre. C'est les quadratures de Newton-Cotes et les quadratures de Gauss. Les quadratures de Newton-Cotes, on a les points de quadrature, ils sont connus et équidistants. Ça veut dire si j'ai un intervalle, je le divise par 2, ou bien par 3, ou bien par 4, par des segments qui sont égaux. Là, les points, on les connaît, et après, on divise sur le nombre de points où on veut. Par contre, pour les quadratures de Gauss, les points de quadrature ne sont pas connus. Donc là, on cherche les points de quadrature et on va chercher après les lambda, les poids de quadrature. Alors qu'ici, on cherche que les poids de quadrature. Bien sûr, cette formule, elle est un peu plus difficile à calculer par rapport à Newton-Cotes, mais elle a un avantage majeur qu'on va détailler à la fin de cette présentation. Donc maintenant, on passe aux quadratures de Newton-Cotes simples. On va voir les formules de rectangle à gauche et à droite, la formule du point milieu, la formule de trapèze et la formule de Simpson. Toutes ces formules sont des formules de Newton-Cotes. Et on va commencer par définir ces formules simples. Donc, je vais illustrer ça par une figure pour que ça soit un peu plus clair. Donc là, on a la courbe de la fonction représentative de f. Là, c'est l'aire sous cette courbe. Donc, cette aire-là n'est autre que l'intégrale de f entre a et b. Je vais interpoler cette fonction en un seul point. Je commence par le point A. Donc,
le polynôme qui interpole cette fonction en un seul point n'est autre que y égale f de a, ça veut dire la droite horizontale. Donc, ça c'est le polynôme qui interpole f en un point A. Donc, la courbe f, elle est interpolée par Pn. Donc, au lieu de calculer l'intégrale de f, on va l'approcher par l'intégrale de P. Donc, vous voyez ici que la courbe assurée par des points, elle est un peu proche de la courbe colorée par le bleu ici. Bien sûr, il y a une erreur qu'on voit ici. C'est pour cela que j'ai dit au début que ce n'est pas les formules simples qu'on va utiliser, mais c'est les formules composites. Mais ça, c'est une étape importante pour définir les formules composites. Donc, pareil, je vais faire l'interpolation, mais maintenant, au lieu d'interpoler f pour ce point A, f de A, je vais interpoler f au point B, f de B. Ça veut dire, j'aurai la droite y égale f de b, et du coup, l'intégrale de ce polynôme est l'aire marquée par ces points ici. Donc là aussi, il y a une erreur qu'on voit ici entre l'intégrale de f et l'intégrale de p. On termine avec l'interpolation toujours en un seul point. Et là, tout à l'heure, j'ai pris les extrémités. Maintenant, je vais prendre le milieu de l'intervalle AB. Donc, l'interpolation en ce point milieu n'est autre que la droite horizontale f de a plus b sur 2. Et là, l'aire sous ce polynôme, elle est marquée par les points que vous voyez ici. Donc, sur ces trois figures, on a l'interpolation en un seul point. Maintenant, on passe à interpoler la fonction en deux points. On choisit les plus simples, ça veut dire les points d'extrémité. Et j'interpole f au point A, f de A, et au point B, f de B. Ça veut dire j'interpole f en ce point-là et en ce point-là. Et on sait tous que le polynôme qui interpole f en deux points, c'est un polynôme de degré 1. Donc c'est une droite. Et c'est cette droite, il va passer par les points A, f de A et B, f de B. Et là, on voit que l'aire assurée par les points ici est l'intégrale de Pn et l'aire assurée par la couleur bleue, c'est l'intégrale de f. Donc la différence entre cette figure et les trois, c'est que là j'ai fait l'interpolation en deux points et là j'ai fait l'interpolation en un seul point. Vous regardez que l'aire assurée par des points ici, ce sont des rectangles, alors que l'aire assurée par des points, c'est un trapèze. Cette géométrie, c'est un trapèze. Et ces géométries-là, ce sont des rectangles. Donc, même le nom de ces formules va prendre ce nom-là, quadrature, formule de rectangle ou bien formule de trapèze. Donc, analytiquement, ça veut dire quoi? On prend par exemple la formule de quadrature au point milieu. Donc, l'intégrale de f n'est autre que b moins a f de a plus b sur 2. Bien sûr que ça, c'est juste une approximation de l'intégrale de f, parce que ce qui est à droite est l'intégrale de cette droite horizontale, ça veut dire du polynôme qui interpole f en ce point-là. Pour la retrouver, c'est plus simple. À noter que ça, c'est i exact. On va toujours utiliser ça dans cette présentation. Ça, c'est l'intégrale exacte. Je le note par i exact. Et là, c'est i rectangle milieu. SIM, ça veut dire pour dire simple. Ça, c'est i simple. Et là, je donne le nom de la formule. Une fois que je change la formule, je change la notation ici. Donc ça, c'est une intégrale approchée par la formule de rectangle au point milieu. Et là, c'est la formule exacte. I exact, bien sûr, c'est une approximation entre les deux. Donc, comment on retrouve ça? Plus simplement, je remplace f par le polynôme d'interpolation P0. P0 n'est autre que f de a plus b sur 2. Et l'intégrale de cette constante, c'est b moins a
fois cette constante f de a plus b sur 2. Donc, du coup, on a cette formule d'approximation. Comment on applique ça dans la pratique? Donc, je prends un exemple simple de la fonction sinus. Je calcule l'intégrale exacte du sinus entre 0 et pi demi et je trouve 1. Maintenant, pour calculer la valeur approchée, j'utilise la formule approchée. Donc, I rectangle au point milieu n'est autre que B moins A. B moins A, c'est pi demi moins 0, qui est égal à pi demi, fois f de A plus B sur 2. Ça veut dire sinus au point milieu entre 0 et pi demi, qui est égal à pi sur 4. Et ça, c'est égal à 1,1107 et ainsi de suite. Donc la valeur exacte, c'est 1. La valeur approchée, c'est 1,11072. Et on remarque bien que ce ne sont pas des valeurs trop loin. Bien sûr, ils sont approchés. Et on va, tout au long de ce chapitre, voir comment on améliore cette approximation. Donc, en résumé, cette formule peut approcher cette intégrale exacte sans qu'on passe par le calcul exact. Là, j'ai calculé l'intégrale exacte juste pour comparer entre les deux méthodes. Donc, la formule de rectangle à gauche et à droite, ils sont donnés par ça. C'est le même principe. Il faut juste intégrer f de a, c'est f de a fois b moins a, ou bien pour cette méthode qui est interpolée au point B, intégrer f de b, qui est égal à f de b fois b moins a. Donc ça, c'est la rectangle à gauche, ça, c'est la formule de rectangle à droite. Pour la formule simple de trapèze, il y a une interpolation pour deux points, a, f de a et b, f de b. Donc la formule, elle est donnée ainsi. Comment on la retrouve? C'est le même principe. On intègre le polynôme d'interpolation en deux points. Donc le polynôme P1 qui interpole f en deux points, il s'écrit comme f de a fois LA plus f de b fois LB, où LA, c'est le polynôme de Lagrange associé au point A. Donc c'est x moins b sur a moins b. Et ça, c'est le polynôme de Lagrange associé au point B, c'est x moins a sur b moins a. Donc du coup, puisque j'ai le P1, je vais l'intégrer. L'intégrale de P1, c'est l'intégrale de cette formule. Ça, c'est un polynôme de degré 1. Sa primitive, c'est un polynôme de degré 2. Je le retrouve facilement. Et je remplace en B et A pour retrouver cette formule. Donc ça, c'est la formule de trapèze simple. On va faire un exemple ici. Donc je reprends la même fonction. Donc tout au long de ce chapitre, j'utilise toujours la même fonction sur le même intervalle pour comparer les résultats. Donc ça, c'était 1 comme calcul exact. Maintenant, en utilisant trapèze, la formule approximative de trapèze, là c'est b moins a sur 2. Ça veut dire c'est pi demi moins 0 sur 2. F de A plus F de B. A et B, c'est les extrémités. Donc c'est sinus 0 plus sinus pi demi. On trouve que c'est pi sur 4 qui est à peu près 0,785. Et là, c'est la valeur approchée de 1. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ce n'est pas la méthode qu'on va utiliser, mais j'explique juste le principe pour passer aux formules composites. Donc, on termine par la formule de Simpson à 3 points. Donc, le principe, il est clair. Maintenant, puisque j'ai 3 points, je vais interpoler f en 3 points. Le choix le plus simple, c'est les 3 points dans un intervalle, c'est les extrémités et le point milieu. Donc, j'interpole f au point a f de a plus b sur 2, f de a plus b sur 2, et b, f de b. Donc le polynôme qui interpole ces 3 points s'écrit dans la base de Lagrange sous cette forme. F de a L0 plus f du point milieu L1 plus f de b L2, où L0 est associé à A, L1 c'est le polynôme de Lagrange associé au point milieu, et L2 est le polynôme de Lagrange associé au point B. Donc le L0 il est défini ainsi, le L1 il est défini ainsi, et le L2 il est défini sous cette forme. Bien sûr, vous pouvez revenir au chapitre 1 pour plus de détails, comment on a calculé ces polynômes de Lagrange. Donc, du coup, puisqu'on a la formule de P2
qui est égal à ça, je peux passer à l'intégrale. L'intégrale entre a et b de ce polynôme, c'est f de a, l'intégrale de L0, plus f du point milieu, l'intégrale de L1, plus f de b, l'intégrale de L2. Puisque f de a, f de point milieu et f de b, ce sont des constantes, je peux les sortir de l'intégrale. Donc il reste l'intégrale de L0. Après un calcul simple, puisque L0 c'est un polynôme de degré 2, sa primitive c'est un polynôme de degré 3, donc ça va être égal à b moins a sur 6. Tout pareil, je calcule cette intégrale, je trouve 4 fois b moins a sur 6, et le calcul de L2 va donner b moins a sur 6. En remplaçant tout ça, je vais retrouver la formule de Simpson, qui n'est autre que b moins a sur 6, multiplié par f de a plus f de b, plus 4 fois f du point milieu. Donc maintenant, une fois qu'on a terminé les formules de Newton-Cotes simples usuelles, ça veut dire les formules de rectangle, point milieu, trapèze et Simpson, on va redéfinir les mêmes formules mais sous forme composite et pas sous forme simple. Donc le principe il est simple. Donc j'ai une intégrale. On sait tous que la relation de Charles, qu'est-ce qu'il dit? L'intégrale entre a et b de f, c'est l'intégrale entre a et ce point, plus l'intégrale entre ce point et ce point, entre ce point et ce point. Ça veut dire si j'ai des points à l'intérieur, je peux faire la somme des intégrales sur les intervalles ici. Donc ici, je divise l'intervalle AB sur des segments équidistants. Je reprends la même figure pour faire deux schémas différents, pour expliquer les deux schémas différents. Donc là, j'ai divisé l'intervalle sur des... Ça, c'est une subdivision de l'intervalle. Et là, c'est des segments qui ont la même distance. Donc, sur chaque intervalle, je vais appliquer la formule de quadrature simple qu'on vient d'expliquer. Donc, je vais l'appliquer ici, appliquer la formule simple ici, 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 et sur le dernier intervalle. Donc, du coup, quand j'aurai tout ça, je vais obtenir la formule de quadrature composite. Donc, je commence par faire une interpolation de rectangle à droite. Donc, le rectangle à droite ici va être interpolé au point x1. Le voilà. Par contre, j'interpole ici j'utilise la formule de rectangle à gauche. Ça veut dire j'interpole au point x0. Donc, entre les deux, remarquez que là, c'est le rectangle à droite. Et là, c'est le rectangle à gauche. Et là, sur la même partie, x0, x1. Donc là, puisque j'ai utilisé la formule de rectangle à droite, je continue partout sur les intervalles qui restent avec la formule de rectangle à droite. Donc j'aurai ça, 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 ça. Et là, l'aire que vous voyez, c'est la formule de quadrature de rectangle à droite composite. Et là, on continue sur le même principe avec la formule de rectangle à gauche et j'obtiens en tout ici, ce qui est en pointillé, c'est la formule de rectangle à gauche composite. Donc, analytiquement, on va expliquer ces formules. Donc, l'idée, comme je viens de dire, elle est due à Charles. Donc, on a un intervalle AB, je le divise sur des intervalles xk-1, xk de même longueur. Ça veut dire que j'aurai xk égale x0 plus kh, où le h, c'est le pas de discrétisation, c'est xk moins xk moins 1, qui peut s'écrire sous la forme de b moins a divisé par n, avec bien sûr x0 égale à a et xn égale à b. Et l'intégrale de f, c'est la somme des intégrales entre xi moins 1 et xi, et ça c'est dû à Charles. Donc, sur cette intégrale xi moins 1 xi, je vais utiliser la formule de quadrature simple qu'on a expliquée tout à l'heure. Donc, la formule composite de Simpson à 3 points
elle est donnée ainsi. Donc c'est h sur 3, f de a plus f de b, les extrémités, plus 2 fois les f appliqués au point pair, plus 4 fois f appliqué au point impair. Pourquoi ça? On va juste réécrire la formule de Schall. Donc, je divise l'intervalle AB en 2n sous-intervalles. Là, pourquoi on a divisé en 2n et pas en n? Parce que j'ai besoin de 3 points d'interpolation sur chaque intervalle. Donc, c'est pour cela que là, j'ai ajouté plus d'intervalles parce que j'ai besoin de 3 points, 2 points d'extrémité et 1 point milieu pour utiliser la formule de Simpson. Donc, je divise en 2n sous-intervalles et on utilise la formule simple de Simpson sur chaque paire x2i, x2i plus 2. Donc, la longueur dans chaque paire est égale à 2h et non pas h. C'est-à-dire que x2i plus 2 moins x2i égale à 2h. Donc, l'intégrale de f, c'est la somme des intégrales entre x2i et x2i plus 2. Et là, je vais utiliser la formule de Simpson simple sur cet intervalle. Donc, j'aurai besoin des points d'extrémité x2i, x2i plus 2 et le point au milieu qui est x2i plus 1. Donc, là voilà, c'est h sur 3 parce que x2i moins 2 sur 2i, c'est 2h. Donc, 2h sur 6, ça donne h sur 3 fois f de x2i plus 4f du point milieu plus f du x2i plus 2. Et là, en détaillant cette écriture, j'obtiens f de a plus f de b plus 2 fois f des points pairs plus 4 fois f des points impairs. Donc ça, c'est la formule de Simpson à 3 points composite. Donc c'est la formule composite de Simpson à 3 points. Donc là, voilà les formules composites de rectangle à gauche, de rectangle à droite, des points milieu et de trapèze. Toutes ces formules, ce sont des formules composites. Donc, à titre d'exemple ici, pour faire une comparaison, pour rectangle à gauche, j'ai f de xi, la somme de 0 jusqu'à n-1, alors que là, c'est f de xi plus 1 de 0 à n-1, puisque c'est une formule de rectangle à droite. Pour le point milieu, c'est f au point milieu, h fois cette somme. Et pour la formule de trapèze, c'est h sur 2, f de a plus f de b, plus h, la somme de toutes les images des xi allant de 1 jusqu'à n-1. Donc, on peut montrer rapidement ces formules comme on vient de le faire pour la formule de Simpson composite. C'est le même principe. Une fois qu'on a terminé ces formules de composite, de Newton code simple et composite, on a besoin d'estimer l'erreur pour ces formules de quadrature. Comme j'ai expliqué au début, ces formules de quadrature vont donner une valeur approchée de l'intégrale. Seulement une valeur approchée, pas une valeur exacte. Donc, il y aura nécessairement une erreur entre la valeur exacte et la valeur approchée. C'est ce qu'on va calculer dans cette partie. Donc, on va noter par E l'erreur, S pour dire l'erreur simple, et C pour dire l'erreur composite. Entre quoi et quoi? Entre l'intégrale exacte et l'intégrale approchée. Pareil ici, l'intégrale exacte et l'intégrale approchée, mais approchée avec la formule composite ici. Pour faire la démonstration du résultat qu'on va citer tout à l'heure, on aura besoin de ce théorème de la moyenne discrète. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème de la moyenne? Donc si on a la somme des alpha j f de x j avec f une fonction continue et avec les alpha j qui sont toutes des constantes de même signe, alors il existe un état appartenant à AB tel que cette somme, c'est égal à f de état que je sors fois la somme des alpha j. Donc cette valeur f de xj, f de x0, f de x1, f de x2, il existe un état tel que cette fonction il va sortir. Donc c'est f de état fois la somme des alpha j
attention à la condition que les alpha j doivent être toutes de même signe. Et le f doit être de classe C0. Ça veut dire qu'elle soit continue. Donc, une fois qu'on a expliqué ce théorème de la moyenne discrète, on annonce l'erreur d'intégration numérique pour la formule de rectangle simple avec f une fonction de classe C2. Donc l'erreur simple, c'est b-a à la puissance 3 sur 24 fois la dérivée seconde en un point xi entre a et b. Bien sûr, ce point xi, on ne le connaît pas. Donc, puisqu'on ne le connaît pas, f seconde, on ne va pas la connaître. Tout ce qu'on peut faire, c'est majorer cette quantité par une constante, si bien sûr elle est bornée. Et du coup, on aura une estimation de l'erreur et pas une erreur exacte, puisque le xi, on ne le connaît pas. Donc, la preuve pour calculer cette erreur, elle se base sur le développement de Taylor-Lagrange et non pas Taylor-Young. Donc, je vais utiliser le développement de Taylor-Lagrange au second ordre au point milieu. Donc, f de x égale f de c, qui est le point milieu, plus f' de c x moins c, plus f seconde d'un état x moins c au carré sur 2. Donc, la formule de Taylor-Lagrange assure l'existence d'un état entre c et x qui vérifie cette écriture. Du coup, puisque j'ai une égalité, j'ai aussi l'égalité des intégrales. Donc l'intégrale de f égale à l'intégrale de cette quantité. L'intégrale, c'est un opérateur linéaire. Donc l'intégrale de ça, c'est l'intégrale de f de c, plus l'intégrale de cette quantité, plus l'intégrale de cette quantité. Donc un calcul simple va montrer que cette quantité, son intégrale égale à 0. Géométriquement, on peut le savoir directement, puisque x moins c, c'est une fonction impaire. Et le c, c'est le milieu de a et b. Donc l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle où f est impair, c'est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'intégrale de f de c qui est égale à f de c fois b moins a, plus l'intégrale de cette quantité. Donc là, x moins c au carré sur 2 est positif. Donc en appliquant le deuxième théorème de la moyenne, on va dire qu'il existe un xi sur AB tel que cette intégrale est égale à f seconde de xi fois l'intégrale entre a et b de x moins c au carré sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce deuxième théorème de la moyenne? J'ai sorti cette fonction à l'extérieur avec un xi qui existe et tout ça, on l'a eu à cause du fait que cette quantité, elle est positive, c'est-à-dire il ne change pas de signe. Donc, du coup, cette intégrale n'est autre que f seconde d'un certain xi fois l'intégrale de AB de x moins c au carré sur 2. Et maintenant, puisque ça c'est un polynôme de degré 2, je peux le calculer facilement. Par contre, tout à l'heure, je ne peux pas calculer cette intégrale puisque je ne connais pas le état. Donc, du coup, l'intégrale entre a et b de f, c'est b moins a fois f de c plus b moins a à la puissance 3 sur 24 fois la dérivée seconde de xi. Donc cette intégrale, ça c'est un polynôme de degré 2. Sa primitive c'est un polynôme de degré 3. Simple à calculer. Si je remplace par b moins en remplaçant par a, je vais trouver cette quantité. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ça c'est l'intégrale exacte. Ça c'est l'intégrale, c'est la formule approchée au point milieu. Donc i exact moins i approché simple au point milieu, il reste ce terme-là. C'est ce reste-là qui est l'erreur entre l'intégrale exacte et l'intégrale approchée. Donc, ES, ça veut dire l'erreur pour la formule du point milieu, c'est égal à b moins a à la puissance 3 sur 24 fois la dérivée seconde de xi. Et on a terminé la démonstration de ce résultat. Donc, on va donner maintenant l'erreur composite de la formule de rectangle. Donc, la démonstration se base directement sur l'erreur simple qu'on a trouvée pour la formule simple. Donc, i approché
c'est h fois la somme des f au point milieu. Ça, c'est la formule de rectangle composite. L'erreur composite, c'est i exact moins i composite. Donc, c'est la somme de l'intégrale de f moins h fois f. Ça veut dire ça, c'est la somme des erreurs simples. C'est simple géométriquement. Donc, l'erreur composite n'est autre que la somme des erreurs simples sur chaque segment de la subdivision. xi moins 1, xi. Donc, je vais remplacer l'erreur simple parce qu'on vient de démontrer. Donc, c'est la somme de h à la puissance 3 sur 24 fois la dérivée seconde d'un certain xi. Et là, j'utilise le théorème de la moyenne discrète que j'ai défini tout à l'heure, qu'il existe un état tel que cette somme égale f seconde de état fois la somme de h3 sur 24. Donc, celle-ci, il sort de la somme avec un état qui existe, puisque cette quantité, il ne change pas de signe. Donc, du coup, un calcul de somme de h3 sur 24 va donner b moins a h au carré sur 24 fois la dérivée seconde d'un certain état, puisque n, je l'ai remplacé par b moins a sur h. Et du coup, on a terminé la démonstration de la formule de rectangle composite. Donc, on a montré comment on trouve l'erreur simple et comment on trouve l'erreur composite d'une formule de quadrature. Donc, avec le même principe, on peut montrer rapidement que la majoration de l'erreur composite pour trapèze est inférieure à b moins a sur 12 h au carré fois le max de la dérivée seconde, alors que pour la formule composite de Simpson, i exactement i composite est inférieur à b moins a sur 2880 fois h à la puissance 4 fois le max de la dérivée quatrième. Le fait d'avoir ici un h carré et un h à la puissance 4 est très important pour l'ordre de l'erreur. Donc ça, c'est un taux de h au carré. Là, c'est un taux de h à la puissance 4. Et on sait tous que taux de h4 donne une erreur nettement mieux qu'un taux de h au carré. Donc ça, on va revenir en détail sur ces taux de h carré sur le chapitre suivant 3 où on va parler de la dérivation numérique. Donc voilà un calcul d'erreur de quadrature de trapèze composé de 4 intervalles. Donc là, je ne vais pas utiliser les formules qu'on vient de montrer, je vais juste comparer la formule exacte et la formule approchée, sachant que je peux calculer l'intégrale exacte. Bien sûr, si j'ai une fonction où je ne peux pas calculer l'intégrale exacte, je dois utiliser la formule qu'on vient de détailler juste maintenant. Donc là, l'intégrale exacte, c'est l'intégrale de sinus entre 0 et pi demi. Et i composite pour la formule de trapèze, c'est sinus de 0 plus sinus de pi demi plus 2 fois sinus de pi sur 8, pi sur 4, 3 pi sur 8. Et tout ça multiplié par pi sur 8 sur 2. Donc ça, j'ai utilisé juste la formule de trapèze composite sur l'intervalle 0 pi demi après l'avoir divisé sur 4 intervalles, sur 4 sous-intervalles équidistants. Donc ces intervalles sont 0 pi sur 8, pi sur 8, pi sur 4, pi sur 4, 3 pi sur 8, 3 pi sur 8, pi sur 2. Donc l'intégrale exacte c'est 1, l'intégrale approchée c'est 0, 9, 8, 7. Donc l'erreur c'est 0, 0, 1, 2, 8. Donc on a pu calculer l'erreur exacte parce qu'on peut calculer l'intégrale exacte. Maintenant, pour voir l'intérêt de diviser sur plusieurs intervalles, au lieu de diviser sur 4 intervalles, je vais diviser ici sur 8 intervalles et je réutilise la même formule de trapèze. Sauf que là, je vais utiliser 8 intervalles au lieu de 4 intervalles. Donc, si je divise sur 8 intervalles, j'aurai les intervalles 0 pi sur 16, pi sur 16, pi sur 8, pi sur 8, 3 pi sur 6, et ainsi de suite jusqu'à 7 pi sur 16, pi sur 2. Et la formule, elle est simple, c'est pi sur 16 sur 2 multiplié par sinus des points extrémités, sinus de 0 plus sinus pi sur 2,
plus 2 fois sinus des points à l'intérieur de la subdivision. Donc, avec un calcul simple, je trouve 1 moins 0,9967 et l'erreur c'est à peu près 0,0032. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que là, l'erreur c'était 0,01 et là, l'erreur devient 0,003. Ça veut dire, le constat il est simple. Si on divise l'intervalle en plusieurs intervalles, on aura une erreur qui sera minime. Donc, à chaque fois qu'on divise de plus, à chaque fois qu'on a une erreur qui est minime et l'intégrale va être plus proche de l'intégrale exacte. Autre remarque, c'est que l'erreur absolue a été réduite de 0,01 à 0,03. Donc, en utilisant 8 intervalles, l'erreur est environ 4 fois plus petite que l'erreur obtenue avec 4 intervalles. Ça, il confirme le résultat théorique que cette méthode elle est d'ordre 2. Ça veut dire là où on avait I exact moins I trapèze composite est inférieur à B moins A sur 12 fois H au carré. Donc c'est H au carré ici, c'est l'ordre de la méthode. Comme on le voit ici, j'ai divisé l'intervalle, j'avais 4 et là j'avais 8, ça veut dire j'ai divisé le pas de discrétisation par 2. Quand je divise le pas par 2, l'erreur a été divisée par 4. Donc le pas a été divisé par 2, l'erreur a été divisée par 4 qui est 2 au carré. Ça veut dire que la méthode elle est d'ordre 2. Donc on va terminer par la dernière partie, c'est la formule des quadratures de Gauss-Legendre. Donc avant cela, on a besoin de définir le degré des formules d'intégration. Donc une formule de quadrature sur un intervalle AB est dite exacte de degré R si I exact et I approché sont égaux sur les polynômes de degré inférieur ou égal à R et qui ne sont pas égaux pour le polynôme de degré R plus 1. Dans ce cas, on dit que cette formule de quadrature est de degré R. À titre d'exemple, pour les formules qu'on a définies dans cette présentation, la méthode de rectangle à gauche et à droite est de degré 0, alors que la méthode du point milieu est de degré 1, la méthode de trapèze est aussi de degré 1, la méthode de Simpson, quant à elle, est de degré 3. Donc, je vais expliquer rapidement pourquoi cette méthode est de degré 0. Parce que si je prends I exact et I approché par la formule de rectangle à gauche et à droite, si je remplace P par un polynôme de degré 0, j'aurai une égalité. Je remplace P par un polynôme de degré 1, j'aurai une inégalité. Ça veut dire que ces formules sont de degré 0. Par contre, pour le point milieu, elle est de degré 1. Ça veut dire que I exact et I approché au point milieu sont égaux pour les polynômes de degré 0, pour les polynômes de degré 1, mais ils ne sont pas égaux pour les polynômes de degré 2. Donc ces formules sont de degré 1. Pareil pour trapèze. Pour Simpson, si je prends I exact et I approché de Simpson, et je remplace P par un polynôme de degré 0, j'aurai une égalité. P par un polynôme de degré 1, j'aurai une égalité. P, je le remplace par un polynôme de degré 2 et de degré 3, j'aurai une égalité. Par contre, j'aurai une inégalité pour un polynôme de degré 4. Donc la formule de Simpson est de degré 3. Donc l'idée de Gauss-Legendre, il vient de ce point de degré qu'on vient de définir. Elle est définie ainsi. Donc on va donner une motivation de l'idée de Gauss-Legendre. Donc si on revient à la méthode de trapèze, elle requiert l'évaluation de f en 2 points, A et B, parce que la formule de quadrature c'était B moins A sur 2 f de A plus B moins A sur 2 f de B. Ça veut dire pour trapèze, on a interpolé en 2 points d'extrémité A et B. Et j'ai expliqué au début que pour les formules de Newton-Cotes, on utilise des points équidistants qui sont connus. Ça veut dire, puisque là, il n'y a que 2 points, le plus naturel, c'est de choisir
les extrémités A et B. Et on a trouvé B moins A sur 2, B moins A sur 2. Cette méthode, comme on vient de le voir, c'est une méthode de degré 1, car elle est exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1, et elle n'est pas exacte pour un polynôme de degré 2. Donc l'idée de Gauss-Legendre, c'est quoi? C'est d'avoir le même principe ici, sauf que au lieu d'avoir B moins A sur 2 comme constante et A ici et B, le A et le B, je ne vais pas les prendre. Je vais les noter par x1 et x2 et qui vont être inconnus. Et donc, bien sûr, même le alpha 1 et le alpha 2, ce sont des inconnus que je cherche. Donc, je répète, là, le x1 et le x2 pour trapèze, ce sont des points de quadrature connus, A et B. Là, même les points de quadrature ne sont pas connus. On va les chercher. Comment on va les chercher? On va les chercher de telle sorte que cette égalité qui a la même forme de trapèze ait un degré d'exactitude supérieur à 1 qui est le degré de trapèze. Donc, on utilise trapèze, il utilise 2 points de quadrature. On utilise une formule à 2 points comme trapèze, mais à condition que la formule qu'on cherche ait un degré supérieur à ce qu'avait trapèze. Donc trapèze, elle est de degré 1. On cherche une formule de degré supérieur à 1. Ça veut dire on cherche le x1, le x2, le alpha 1 et le alpha 2 pour que cette formule soit de degré strictement supérieur à 1. Avant cela, on va écrire un changement de variable pour revenir à l'intervalle moins à 1. Donc l'idée, elle est simple. Si on a n'importe quel intervalle, on peut juste avec un petit changement de variable revenir à l'intervalle moins à 1. Du coup, quand on revient à l'intervalle moins à 1, on aura toutes les formules de Gauss-Legendre à 2 points, à 3 points, à 4 points. On va savoir ces points de quadrature. Donc, les calculs vont être développés sur l'intervalle moins à 1 et on cherche les points et les poids de quadrature x et oméga i pour que cette formule sur l'intervalle moins à 1 soit de degré le plus élevé possible. Donc, avec un calcul simple, pour que cette formule soit exacte pour des degrés supérieurs, on va chercher qu'elle soit exacte pour les polynômes de degré 1, 0, de degré 1, de degré 2 et de degré 3. Bien sûr, ce n'est pas la peine de prendre un polynôme en général, je prends juste la base, c'est suffisant pour calculer les intégrales. Donc, cette formule est exacte pour g de x égale à 1. J'aurai cette formule, g de x, je le remplace par 1. L'intégrale de 1 entre moins 1 et 1, c'est 2. Et là, je remplace g par 1. J'aurai alpha 1 plus alpha 2. Pareil pour la deuxième équation, je remplace g de x par x. Donc l'intégrale entre moins 1 et 1 de x, c'est égal à 0. Et là, je remplace par x, c'est x1 et x2. Donc alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. Pareil, cette formule est vraie et exacte pour x au carré. Je remplace ici g par x carré. Et la dernière équation, je remplace g par x à la puissance 3. Donc du coup, j'ai 4 équations à 4 inconnus. Si je les résous, je vais trouver que alpha 1 égale alpha 2 égale 1. Et x1 égale moins 1 racine sur 3. Et x2 égale racine 1 sur 3. Ainsi, la quadrature de Gauss-Legendre à 2 points s'écrit sous cette forme. Et cette formule de quadrature est de degré 3. Donc, on doit faire attention ici. Donc, la formule de trapèze, elle est à 2 points. Et les points des extrémités, c'est moins 1 et 1. Elle est de degré 1. Alors que cette formule, elle utilise toujours 2 points seulement. Mais elle est de degré 3. Mais les points de quadrature ne sont pas moins 1 et 1. Sont moins racine 1 sur 3 et racine 1 sur 3. Donc, à titre d'exemple, je vais retrouver le même exemple de tout à l'heure, c'est sinus entre 0 et pi demi, et j'utilise cette formule ici, après avoir fait un changement de variable pour passer de 0 pi demi à moins 1, 1, je retrouve la formule de quadrature qui s'écrit comme ça, c'est pi sur 4 fois sinus de cette quantité, plus sinus de cette quantité, qui est à peu près égal
0,99847. Donc, dans ce diapo-là, je fais les calculs qu'on a déjà fait pour faire une comparaison. Donc ça, c'est l'intégrale exacte qui est égale à 1. L'intégrale approchée avec la formule de quadrature de Newton-Cotes à 2 points, ça veut dire que c'est la formule de trapèze, elle a donné 0,785 parce que c'est sinus 0 plus sinus pi demi, c'est les extrémités de l'intervalle. Alors que la formule de quadrature de Gauss-Legendre, qui elle aussi a 2 points, a donné une valeur de 0,999 et on voit qu'il y a une nette différence entre les deux. Là, c'est presque égal à 1, alors que là, elle est un peu plus loin de 1. Là, on n'a pas utilisé les points des extrémités, on a utilisé les points qu'on vient de retrouver pour Gauss-Legendre. Donc la formule de Gauss-Legendre, elle approche mieux que la formule de Newton-Cotes. Donc ça serait tout pour ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine pour le chapitre 3. On va voir la dérivation numérique. Merci.